Aujourd'hui je vais vous parler des livres qui m'ont marqué pendant ce début 2020 et il y a tout ceci. Ouais, j'ai eu quand même pas mal d'excellentes lectures. Dans ma vidéo précédente où je parle pendant 30 secondes de livres, il y avait des bonnes lectures honnêtement, mais là c'est vraiment la crème de la crème, c'est les choses qui m'ont marqué, c'est les choses que j'ai adoré lire, donc je vais vous en parler maintenant en fait, hein. Voilà. Un livre qui ne date pas de 2020, qui m'a aidé en fait à faire la transition entre 2019 et 2020, puisque c'est le dernier livre que j'ai lu en 2019, donc pour moi c'est quasiment 2020 en fait. C'est The Call de Peadar Ogilin, et puisque j'ai pas fait de résumé de ce que j'avais lu au mois de décembre, je crois que j'en ai pas parlé en fait. Je l'ai peut-être mentionné dans mon bilan de l'année, mais c'est tout. Et c'est un livre qui m'a vraiment énormément marqué. C'est un livre que j'avais pas trop envie de lire, c'est-à-dire j'y allais carrément à reculons. Il était dans mon challenge du tiroir, il m'avait été offert par deux de mes amis et pourtant j'étais là genre je le sens pas en fait. Il y avait pas trop en fait de résumé, il y avait juste vous avez 3 minutes pour sauver votre vie et j'étais je suis pas sûre, je suis pas convaincue et en fait j'ai été tout simplement happée puisque on suit une jeune femme qui est dans une école pour vous apprendre à survivre, puisque les personnes, je crois entre 10 et 18 ans en gros, peuvent être appelées à tout moment et leurs corps disparaissent. On sait pas où ils vont, enfin on sait plus ou moins un peu où ils vont dans une espèce de d'autres dimensions où les personnes qui vivaient avant en Irlande, puisque ça se passe en Irlande, les personnes qui vivaient il y a des millénaires en Irlande sont toujours vivants, ils ont été bannis là-bas en fait, dans cette terre aride et où rien ne pousse, etc. Où ils n'ont pas de couleur, où ils peuvent pas être heureux en fait. Ils ont été bannis là-bas par une sorte de traité et donc ils se sont rebellés il y a quelques années, il y a à peu près 20 ans, et depuis en fait ils prennent en gros 90% des jeunes de la jeune génération meurent en fait dans ces 3 minutes, puisque dans l'autre dimension ces 3 minutes durent toute une journée je crois, ou une demi-journée, en tout cas plusieurs heures, et donc il faut qu'ils survivent alors qu'ils sont chassés. C'est un sport dans cette autre dimension. Ils sont chassés, traqués comme des bêtes et puis tués de manière horrible, et donc au bout de 3 minutes leur corps réapparaissent, ou eux-mêmes, mais c'est plus rare on va dire qu'ils réapparaissent en étant vivants. Et donc on va suivre cette jeune femme qui doit avoir 15-16 ans et en fait elle est porteuse de handicap, c'est-à-dire que c'est pas très clair, mais en tout cas il faut qu'elle marche avec des béquilles, enfin il faudrait qu'elle marche avec des béquilles en fait. Je pense qu'elle a une malformation au niveau des jambes, mais elle veut pas, et puis de toute façon en fait tu ne prends rien quand tu es emmené dans l'autre dimension, même tes vêtements disparaissent, donc en fait tu peux pas amener des béquilles. Donc on la voit, elle apprend à faire des béquilles avec n'importe quelle sorte de branche, etc. pour pouvoir se déplacer, et elle se donne à fond, et elle est persuadée qu'elle va réussir, qu'elle va survivre, c'est son but, mais elle en est persuadée, elle a vraiment la niaque, alors que les autres pensent que de toute façon c'est impossible qu'elle réussisse. Et en fait c'est vraiment particulier parce que d'un instant à l'autre en fait tout d'un coup il y a une scène et puis il y a quelqu'un qui s'évapore et là t'es là quoi, et 3 minutes plus tard le personnage qu'on a appris à connaître revient et il est mort souvent, parce que oui, quand il y a 90% de chances de mourir, il y a 90% des personnages qui meurent. C'est vraiment prenant, c'est vraiment haletant, c'était bien écrit pour moi franchement. Voilà, il y avait quelques clichés qui ont, soit on est un peu passé dedans, soit ils ont été évités un petit peu de justesse, mais franchement j'ai trouvé que les personnages étaient intéressants, je trouvais que la dynamique et l'idée en fait étaient assez innovantes, et donc j'ai bien hâte, je sais pas si j'ai hâte parce que je me demande un peu ce qu'ils vont faire pour le tome 2, mais ça m'intéresse en fait de lire le tome 2. En tout cas j'ai trouvé cette idée d'avoir l'Irlande qui est coupée en fait de tout en fait, on ne peut plus sortir de l'île, on ne peut plus entrer dans l'île, et ils vivent en vase clos, et en gros leur population, leur jeune génération et voilà, ils sont en train de se faire tuer les uns après les autres, et donc j'ai trouvé que c'était innovant, intéressant, et je vous conseille assez de le lire parce que voilà, je voulais pas, de base je lui donnais pas vraiment une chance incroyable, j'étais pas là genre ouais ça a l'air trop bien, et finalement franchement j'ai été très bien surprise. Est-ce que ça se dit d'être bien surprise? Surprise en bien. Ensuite le gros coup de cœur de ce début d'année, de ce mois de janvier en fait, plus particulièrement, c'est Mère morte d'Aurélie Wellenstein. Je l'ai lu pour le Plib et donc il était dans mes finalistes, et maintenant il est dans les finalistes. Mais pour moi, de ce que j'ai lu pour l'instant,
c'est mon finaliste en fait. C'est le livre qui doit gagner tellement il m'a marqué. Enfin, c'est un post-apocalyptique et on suit Ural. C'est un exorciste parce qu'en fait, en gros les humains ont détruit l'océan et la mer et les poissons etc. Toute la nature quasiment en fait, la base. Et maintenant ils se retrouvent dans des sortes de déserts de sable. Et il y a des marées fantômes en fait, voilà, de requins, de baleines, enfin tout ça qui viennent pour se venger, voilà, des animaux morts en fait. Et donc Ural est exorciste et il est là pour protéger les bastions d'humanité. Il y a un exorciste souvent dans chaque ville, dans chaque bastion, qui essaye tant bien que mal de survivre dans cet univers post-apocalyptique. Et on a un commandant de vaisseau pirate en fait, qui s'appelle Bengal, et qui vient chercher Ural, qui vient l'enlever en fait, et qui l'emmène en mission. On sait pas vraiment trop pourquoi. C'est un livre pour moi qui a eu un énorme impact de toute façon sur moi, de la manière dont j'appréhende la société de consommation en fait, honnêtement. C'est assez violent à certains moments parce que on a des flashbacks quand les animaux se font tuer et évidemment c'est pas agréable à lire en fait, surtout quand surtout quand toi tu participes en fait à cette société et puis que tu manges du poisson par exemple. Là tout d'un coup tu fais je suis pas sûre d'avoir envie d'en manger à nouveau. Voilà, c'est un petit peu ça, et j'ai trouvé qu'il y avait il y a un énorme, de toute façon, un énorme message écologique qui moi m'a vraiment marqué. Je sais que pour certaines personnes, ils ont eu l'impression que l'autrice Aurélie Wellenstein, que j'aime énormément d'ailleurs, ils ont eu l'impression que en fait elle faisait un peu, elle donnait une leçon ou je sais pas quoi, que ça leur faisait la morale. Moi au contraire, vraiment ça m'a fait un déclic, et c'est pour ça que là depuis le début d'année, je réduis ma consommation de viande, j'ai réfléchi à mes habitudes de consommation. Ce livre, je pense qu'il est arrivé au bon moment parce que c'était vraiment le déclic pour commencer, je suis qu'au début, mais pour commencer une transition écologique. Donc voilà, je vous le recommande énormément. Il m'a marqué en fait, et il m'a marqué dans les messages qu'il envoie, mais aussi dans la relation qu'il y avait entre Bengal et Ural. Franchement, cette fin, elle m'a éviscérée. Voilà, c'est mon nouveau mot préféré, mais cette fin, voilà, elle m'a pris aux tripes en fait. Franchement, j'étais pas bien. J'en ai parlé avec Justine de la chaîne Red Blue Moon après, parce qu'on l'a lu, elle l'a lu un peu avant moi, mais voilà, on pouvait en parler. Et trop d'émotions en fait. Trop d'émotions, j'en pouvais plus. On va changer un peu dans l'émotion parce que là, c'est trop dur. J'ai lu Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, donc là c'est le recueil où il y en a 3, mais je l'ai lu pour mon cours de littérature anglophone, donc aux États-Unis, et je l'ai lu en anglais. Principalement c'est une comédie en fait. En gros on a des hommes qui reviennent de la guerre, d'une guerre italienne, parce qu'on est en Italie, contre Naples ou quelque chose comme ça, et en fait ils s'arrêtent dans une bourgade où ils connaissent des gens. On a Hero et Claudio qui se voient et genre ils tombent amoureux, et donc on est parti sur ce délire en fait. On a ce couple, mais en fait ça commence en grosse comédie, tu te dis bon, qu'est-ce qui va se passer, voilà, c'est rigolo un peu parce que la cousine de Hero c'est Béatrice et un des amis de Claudio c'est Bénédicte, et en fait ils se connaissent depuis longtemps et ils peuvent pas se blairer, ils arrêtent pas de s'envoyer des pics, et là Hero et Claudio ils vont se marier, et ils se disent mais ce serait quand même vachement drôle si on les mettait ensemble en fait, si on arrivait à ce qu'ils se mettent ensemble, parce que elle dit qu'elle ne se mariera jamais, lui il dit je suis attachée au célibat, je me marierai pas non plus, et donc ils sont là, on va les faire mentir, se parjurer en gros, et on va les faire se marier entre eux. Donc ça donne des scènes extrêmement drôles en fait, et donc pendant les 3 premiers actes à peu près on est en mode grosse comédie, et là en fait le méchant décide de faire croire à Claudio que Hero n'est pas pure, qu'elle n'est pas vierge, etc. Et on passe dans la grosse tragédie de nulle part. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup il y a tout l'aspect grosse comédie que moi j'ai beaucoup aimé. En fait j'ai bien ri, j'adore les personnages de Béatrice et Bénédicte en fait, c'est mes personnages préférés d'ailleurs, et c'est un de mes couples préférés maintenant, franchement c'est, voilà, ils sont hyper bien ensemble. Et à côté de ça on a les héros de base, Claudio et Hero, qui du coup ont un arc narratif complètement
bizarre, enfin complètement bizarre, voilà, c'est-à-dire il leur arrive des trucs qui sont assez lourds au niveau genre tragédie, tragique, etc., des trucs sérieux, et puis bah une question genre, enfin c'est choquant parce que Hero en gros limite on veut la tuer parce que bah elle a plus aucune valeur si elle est pas vierge, etc., et donc bah c'est quelque chose qui fait sauter au plafond déjà voilà de nos jours, mais voilà, malheureusement, c'est quelque chose qui peut encore être d'actualité dans certaines parties du monde. Donc c'est pas forcément hyper rigolo et nous, dans le cours, on l'a pas pris à la légère, on va dire. Mais c'était une pièce hyper intéressante et c'est devenu ma comédie de Shakespeare préférée. Donc j'étais contente. Je ne le dis pas, mais bien sûr nous sommes en confinement parce qu'il y a la pandémie du Covid-19, etc. D'ailleurs j'espère que vous allez bien. Moi quand ça a commencé en France, en fait j'étais encore aux États-Unis et pour l'instant il n'y avait pas de cas du tout aux États-Unis, donc j'ai décidé de faire mon spring break de base comme je l'avais prévu. Et puis bah, j'ai pris l'avion pour aller en Californie, etc. Il y avait personne, aucun Américain encore se posait de questions ou était paniqué. Donc voilà, je voyais pas la raison pour moi de paniquer, on va dire. Le fait est que je suis maintenant rentrée en France et que je n'ai pas fait ma deuxième semaine de spring break parce que je suis rentrée en urgence à Worcester pour faire mes valises, pour les frontières fermaient, etc. Donc voilà, maintenant je le prends très au sérieux. Mais du coup je monte dans l'avion et puis je prends ce bouquin Station Eleven de Emily St. John Mandel. Je l'avais acheté genre en novembre ou octobre et puis c'est parce que je m'étais souvenu qu'on en avait énormément parlé en fait à un certain moment sur Booktube. Je l'avais vu un petit peu partout il y a quelques années et puis je l'avais jamais acheté et là au mois d'octobre-novembre je l'ai trouvé, je me suis dit vas-y c'est bon, mais je me souvenais plus du tout de quoi ça parlait évidemment. Et là du coup je commence à le lire dans l'avion qui m'emmène de Cleveland à Los Angeles en pleine pandémie quand même hein. Et bah c'est l'histoire d'une pandémie qui décime 99% de la surface de la Terre. On était pile poil dans le thème. Et moi, au lieu de me dire oulala, je vais arrêter de lire ça, je me suis dit très intéressant. Donc ça m'a fait flipper quand même, ça m'a fait gravement flipper parce que bah, la grippe du coup de Géorgie était quand même plus grave du coup au niveau du taux de mortalité que le Covid-19, mais ça fait quand même flipper quand t'es en pleine pandémie. On a le prologue en fait qui est vraiment hyper marquant. C'est une représentation du Roi Lear, qui est une pièce de Shakespeare, et on a un acteur hyper connu sur scène, Arthur, je ne sais plus, Léander, voilà. Vous savez que ça m'a marqué parce que je me souviens des noms. Et du coup il a une crise cardiaque en fait sur scène alors qu'il joue Lear, et il y a un paramédic, je sais pas comment si on dit ça en français. Anyway, qui saute sur scène pour essayer de le ranimer et tout, il y arrive pas, en fait bah, c'est dit que voilà, il est déclaré mort et tout, bon. Et en fait ce paramédic il sort du théâtre, il est là, c'est à Toronto, il a pas le moral, sa copine l'a pas attendu, enfin, puis il commence à remonter Yonge Street, du coup qui est une rue à Toronto assez connue. Et là, la dernière phrase du prologue, c'est « Il ne le savait pas, mais en fait, c'était le premier soir où l'épidémie se propageait dans Toronto, et 2 semaines plus tard, 90% des gens qui étaient dans cette salle seraient morts, etc. » Ou alors, je crois même qu'il serait le seul survivant ou un truc comme ça. Et moi, j'étais là. Oh, c'est juste le meilleur prologue du monde. Et en fait, on alterne entre le moment où la crise commence en fait et où le virus se répand dans Toronto en fait, et puis bah, le reste du monde de toute façon, mais et on alterne entre ça et 20 ans plus tard en fait, où il y a une sorte de société qui est mise, qui est en place en fait, puisqu'il y a eu des survivants quand même, et on a cette compagnie qui se déplace en fait, cette compagnie nomade qui est aussi une compagnie de théâtre de Shakespeare, et qui est aussi un orchestre en même temps, et donc ils vont de ville en ville de survivants pour jouer Shakespeare et pour... j'ai le sourire rien que d'y penser parce que c'était tellement bien, mais et pour jouer de la musique et jouer Shakespeare, et il y a un prophète qui se met un peu sur leur route, et voilà, qui dit qu'en gros les personnes qui sont mortes du virus, c'était les personnes damnées un peu, et que eux ils sont la lumière, c'est la rédemption de Dieu, etc. C'était mon nouveau livre préféré. Voilà, si je dois retenir 2 livres de ce début d'année,
c'est ces deux-là, c'est mes deux nouveaux livres préférés. C'est un truc de fou. Station Eleven, ça a été une révélation. J'ai adoré l'écriture de Emily St. John Mandel. J'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Par contre, je vous préviens, c'est lent, c'est assez contemplatif. Moi, c'est ce que j'aime en fait. C'est aussi du coup une sorte de post-apocalyptique. Donc vous avez peut-être pas envie de le lire maintenant, ce que je peux comprendre. Mais moi, au contraire, le fait d'être dans le thème, ça m'a vraiment complètement mise dedans. Et après, bon, ça m'est monté un peu au cerveau. Je disais à ma meilleure amie, si jamais les communications sont coupées, on va regarder sur une carte où est-ce qu'on se retrouve, puisque j'étais dans l'Ohio, elle était dans l'Indiana. Et elle m'a regardé un peu en mode t'as vraiment pété un boulon, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de communication, il n'y a plus internet, il n'y a plus rien, il n'y a aucun moyen de communiquer, etc. Et pourtant il y a la persistance de l'art en fait, il y a la persistance de littérature qui date d'il y a 500 ans, il y a la persistance de Shakespeare, de la musique, de l'amour, enfin... C'est vraiment magnifique et c'est vraiment plein d'espoir. C'était pas du tout déprimant, c'était flippant, hein, il faut le dire, mais c'était pas du tout déprimant et... c'est vraiment... c'est un bijou en fait. C'est incroyable. Je sais pas, je suis là comme ça, mais je suis tellement enthousiasmée par ce livre. Il était extraordinaire. Et le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Kiss Number 8. C'est ma lecture graphique que j'ai achetée à la librairie Dog Eared Books à San Francisco pendant mon spring break. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit, je ne sais même pas où elle vit, je crois qu'elle vit dans le Midwest, c'est toujours le Midwest de toute façon où il se passe ces choses, dans un état du Midwest, un truc genre Tennessee, quelque chose comme ça, hein, ça pourrait être l'Ohio, hein, ça passe. Et du coup ça s'appelle le baiser numéro 8 et donc ce baiser numéro 8 en fait c'est le baiser qu'elle a, son premier baiser avec une jeune femme, parce que elle aussi est une jeune femme, elle vient d'un milieu, une communauté où on va à l'église le dimanche, puis ensuite on va voir le match de baseball, etc. C'est très Midwest, c'est très milieu conservateur américain. Elle est attirée par des personnes mais elle veut pas se l'admettre parce que c'est pas du tout acceptable dans son milieu. Et en même temps on va avoir un secret de famille que son père garde depuis très longtemps qui va la libérer. Et c'était assez impressionnant parce que c'est un secret qui est tellement gardé, qui est tellement entaché de honte, etc. et d'incompréhension. Et en fait, elle, ça va l'aider dans son chemin de queer, en fait, tout simplement. Et franchement, c'était un... Enfin, moi, j'ai énormément aimé ce roman graphique. Il m'a parlé, en fait. J'aime beaucoup la maison d'édition First Second qui a édité ce livre parce qu'ils ont aussi édité Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, qui était mon roman graphique préféré de l'année dernière. Donc voilà, j'aime énormément lire les romans graphiques queer en fait pour jeunes ados, jeunes adultes. Et honnêtement, c'est en train de devenir un truc que si j'ai envie d'avoir quelque chose que je sais que je vais aimer, en fait je prends un roman graphique queer pour jeunes adultes, voilà, young adult. C'est le genre de choses que j'aime énormément lire, c'est le genre de sujet que j'aime retrouver dans ce genre de littérature et j'aime beaucoup la visibilité que ça apporte à tout ce genre voilà, de personnes de la communauté LGBTQ+. Il y a de la violence verbale, etc. Il y a énormément d'homophobie, de transphobie, ce genre de choses. Donc voilà, il faut être prêt, c'est pas genre tout rose, tout mignon, c'est quand même, ça aborde des sujets importants, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette update lecture qui a duré plus de 20 minutes, mais c'est les quelques livres que j'ai adorés depuis le début de cette année et je vous les recommande à 200%. Je sais que Station Eleven il est traduit de quand, je ne sais pas s'il est traduit, je ne crois pas, je ne sais pas honnêtement. Mère morte il est déjà en français de base, donc voilà, beaucoup de bruit pour rien, il est traduit. Et Kiss Number 8, je suis pas sûre qu'il soit traduit. Après avoir blablaté pendant autant de temps, j'aimerais bien quand même que vous me mettiez en commentaire les lectures qui vous ont marqué en ce début d'année et pourquoi, parce que ça pourrait être une idée de vidéo aussi où je lis vos coups de cœur et tout, ça me ferait énormément plaisir de lancer un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. Merci à ceux et celles qui le font déjà de base. Voilà, est-ce que vous avez lu certains de ces livres, est-ce que certains vous font envie, ce genre de choses. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et